Remarque de la lectrice. J'informe les auditeurs qu'un problème technique a supprimé la lecture qui devrait suivre d'une durée d'1 heure et que j'avais effectuée. L'auditeur pourra, s'il le souhaite, écouter ce fichier réalisé à l'aide d'un lecteur automatique. S'il souhaite au contraire éviter cette lecture, le fichier audio qui suivra sera précédé d'un bref résumé du passage lu automatiquement. Avec toutes mes excuses pour ces maladresses techniques. N'était-ce pas, crut comprendre Orlando, mais la voix de Mrs. Bartholomew était toute brisée d'émotion. N'était-ce pas d'après le lustre de son anneau qu'on lui assignerait sa place parmi les anges, et cet éclat ne serait-il pas terni à jamais si elle s'en dessaisissait, fût-ce 1 seconde? Dieu tout-puissant, dit Orlando à la fenêtre en considérant les badineries des pigeons. Dans quel monde nous vivons? En vérité, tant de complications l'ahurissaient. L'univers entier lui semblait porter une alliance d'or. Elle s'en fut dîner. Les alliances pullulaient. Elle se rendit à l'église. Les alliances étaient partout. Elle sortit en voiture, en or ou en simili, mince, épaisse, grossière, polie, leur lueur terne était à toutes les mains. Les boutiques de joailliers étaient pleines, non plus des fausses pierres et des diamants qui scintillaient encore dans le souvenir d'Orlando, mais d'anneaux, mais de cercles simples et nus. D'ailleurs, des mœurs nouvelles, remarqua Orlando, régnaient maintenant chez les villageois. Il n'était pas rare, jadis, de rencontrer un jeune gars content fleurait à une fille sous quelque aubépine. Orlando, alors, effleurait tous ces couples d'un claquement de son fouet, éclatait de rire et passait son chemin. Aujourd'hui, tout était changé. Les couples, de leurs pas égal et pesants, se traînaient au milieu de la route, dans une union indissoluble. Le bras droit de la femme, invariablement, était passé sous le bras gauche de l'homme qui tenait fermement entrelacés au sien les doigts de sa compagne. Souvent le nez des chevaux les touchait sans les émouvoir, et lorsqu'ils bougeaient, c'était tout d'une pièce, lourdement, qu'ils se rangeaient sur le côté de la route. Orlando supposa, par force, qu'on avait fait une nouvelle découverte physiologique, que ces gens, on ne sait comment, avaient été soudés l'un à l'autre, couple à couple, mais qui avait fait la découverte, et quand, Orlando ne pouvait répondre. Il ne semblait pas que ce fût la nature. Quand elle regardait les cerfs ou les lapins ou ses lévriers, elle ne voyait pas que la nature en eût modifié les mœurs ou les eût amendées au moins depuis le siècle d'Élisabeth. Il n'y avait encore d'alliance indissoluble chez un animal de sa connaissance. Fallait-il imputer la chose à la reine Victoria ou à Lord Melbourne? Étaient-ils les promoteurs de cette grande découverte? Le mariage, pourtant, réfléchit-elle, on disait la reine grand amateur de chiens et Lord Melbourne grand amateur de femmes. Tout cela était bien étrange, bien dégoûtant. En vérité, il y avait dans cette union indissoluble de 2 corps quelque chose qui répugnait à sa décence ou à son sens de l'hygiène. Cependant, les pensées qu'Orlando ruminait ainsi s'accompagnaient de si ardentes titillations dans le doigt malade qu'elle pouvait difficilement maintenir en ordre ses idées. Elles étaient languissantes et aguicheuses comme les fantaisies d'une petite bonne. Elles la faisaient rougir. Il suffisait peut-être d'acheter un de ces horribles anneaux et de le porter comme tout le monde. C'est ce qu'elle fit. Couverte de honte, elle glissa la bague à son doigt dans l'ombre d'un rideau, mais sans résultat. La titillation persista plus violente et plus indignée que jamais. Orlando ne ferma pas l'œil de cette nuit. Le matin suivant, elle prit la plume pour écrire, mais tantôt sa tête était vide et la plume laissait tomber l'une après l'autre de grosses larmes d'encre. Tantôt, symptôme encore plus alarmant, la plume trottait d'elle-même, s'épanchait en discours méliflus sur une mort trop prompte et la corruption universelle, et Orlando préférait le vide. Il semble bien, en effet le cas d'Orlando en est une preuve que nous écrivions non seulement avec nos doigts, mais avec toute notre personne. Le nerf qui dirige les mouvements de notre plume s'enroule autour de nos moindres fibres, plonge dans notre sœur et perce notre foi. Le siège du mal chez Orlando paraissait être la main gauche, mais, à vrai dire, elle se sentait toute parcourue du poison. À la fin, elle fut contrainte d'envisager le plus désespéré des remèdes, renoncer, céder, se soumettre à l'esprit du siècle, et, pour tout dire, prendre un mari.
On a suffisamment marqué déjà combien cette décision contrariait ses inclinations naturelles. Lorsque le roulement du carrosse de l'archiduc s'était éteint, le cri qui était monté aux lèvres d'Orlando était « La vie ». Un amant et non pas « la vie ». Un mari, et c'est à la poursuite de ce but qu'elle était partie pour la ville, qu'elle était allée par le monde, comme on l'a montré dans le chapitre précédent. Mais l'esprit du siècle est inflexible, s'il ne fait que courber ceux qui lui cèdent, il écrase celui qui voudrait le braver. Orlando s'était plié d'elle-même à l'esprit élisabétain, à l'esprit de la Restauration, à celui du XVIIIe siècle, c'est pourquoi elle s'était à peine aperçue des changements qui survenaient de siècle en siècle. Mais l'esprit du XIXe lui était violemment antipathique, elle fut donc brisée et ressentit sa défaite plus cruellement que jamais. Il est probable qu'aucun esprit humain a sa place assignée dans le temps, les uns naissent de telle époque, les autres de telle autre. Et maintenant qu'Orlando était une femme adulte en vérité, elle avait dépassé la trentaine d'un an ou deux, son ossature morale était formée, la plier dans le mauvais sens lui était intolérable. Elle se tenait donc tristement à la fenêtre du salon. Bartholoméo avait ainsi baptisé la librairie, tout appesantie par la crinoline qu'elle avait adoptée avec soumission. C'était le plus lourd, le plus morne des vêtements qu'elle eût jamais portés. Aucun n'avait à ce point entravé ses mouvements. Elle ne pouvait plus traverser le jardin à grandes enjambées avec ses chiens, ou monter prestement au sommet de la côte pour se jeter à terre sous le chêne. Ses jupes ramassaient les feuilles mouillées et la paille. Son chapeau à fleurs prenait le vent. Ses souliers minces étaient aussitôt trempés et crottés. Ses muscles avaient perdu leur souplesse. Elle imagina bientôt des voleurs cachés derrière les lambris, et, pour la première fois de sa vie, connut, au long des corridors, la peur des spectres. Et, de degré en degré plus humble, elle finit par se prosterner devant la doctrine nouvelle, quel qu'en fût l'auteur, la reine Victoria ou un autre, d'après laquelle chaque homme et chaque femme a dans le monde une âme sœur prédestinée qui la soutient et qu'elle soutient jusqu'au moment où vient la mort séparatrice. Il serait bon, sentit-elle, de s'appuyer, de s'asseoir, oh oui, de s'étendre et de ne plus jamais, jamais, jamais se relever. Ainsi l'esprit pesait sur elle malgré tout son orgueil passé, et tandis qu'elle se laissait glisser vers un caveau étrange et assez étouffant, les titillations et les trémolos, naguère si insinuants, si accusateurs, se transmuaient en mélodies célestes, prenaient le son des harpes que frôlent les doigts blancs des anges musiciens, et finissaient par remplir tout son être d'une séraphique harmonie. Mais sur qui pouvait-elle s'appuyer? Elle posa la question au vent sauvage de l'automne. Octobre était venu, en effet, humide comme à l'ordinaire, non pas sur l'archiduc, il avait épousé une très grande dame, et voici bien longtemps qu'il chassait le lièvre en Roumanie, ni sur Monsieur M, il était devenu catholique, ni sur le marquis de C, il cousait des sacs au bagne de Botany Bay, ni sur l'Ordo, il y avait belle lurette que les poissons en avaient fait leur nourriture. De façon ou d'autre, tous les vieux amis d'Orlando avaient disparu, quant au Nell et au Kid de Drury-Lane, si haut qu'Orlando les tint dans son estime, ce n'était tout de même pas des appuis suffisants. Sur qui demanda-t-elle et, le regard levé vers les nuages tourbillonnants, les mains jointes, à genoux sur le banc de la fenêtre, elle était la frappante image de la faiblesse féminine sur qui pourrait. Je m'appuyais, ces mots prenaient forme d'eux-mêmes, ses mains se joignaient d'elles-mêmes, sans son assentiment, comme sa plume avait écrit. Ce n'était pas Orlando qui parlait, mais l'esprit du siècle. En tout cas, personne ne répondit. Les freux s'abattaient pêle-mêle dans les nuées violacées de l'automne. La pluie, enfin, avait cessé et le ciel, irisé soudain, incita Orlando à mettre son chapeau à plumes et ses petits souliers lacés, pour faire, avant le dîner, un tour de promenade. Tout le monde a son âme sœur sauf moi, songea-t-elle entraînant à travers la cour une rêverie désolée. Les freux, par exemple, Cagnotte et Pipin, même si éphémères que fussent leurs liaisons, semblaient, ce soir, avoir trouvé chacun un partenaire. Et moi, cependant, leur maîtresse à tous, songea-t-elle en considérant les fenêtres du hall, innombrables et blasonnées, je vis dépareillées, à l'écart, solitaire. De telles pensées ne lui étaient jamais venues auparavant. Maintenant elle la tenait à leur merci. Au lieu de pousser la grille elle-même, elle tapota de sa main gantée pour que le portier vînt la lui ouvrir. Il faut bien s'appuyer sur quelqu'un, songea-t-elle, ne fût-ce que sur un portier, et elle désira presque rester avec lui pour l'aider à griller sa côtelette sur un seau de charbons ardents, mais sa timidité l'empêcha de parler.
Elle s'en fut donc errer seule dans le parc, d'abord craintive et défaillante à l'idée que des braconniers, des chasseurs ou même des écoliers en maraude pourraient s'étonner de voir aller seule une grande dame. À chaque pas, nerveuse, elle regardait autour d'elle. Une forme masculine n'était-elle pas cachée derrière cette touffe de genêts? Ne risquait-elle pas d'être chargée par une vache? Mais il n'y avait personne que les freux palpitants dans le ciel. Une plume d'un bleu d'acier tomba sur la bruyère. Orlando aimait les plumes d'oiseaux sauvages. Jeune garçon, elle les collectionnait. Elle ramassa celle-ci et la piqua sur son chapeau. L'air vif, soufflant sur ses esprits, en ranima la flamme. Les freux, toujours, tourbillonnaient, tournoyaient par-dessus sa tête. Les plumes tombaient, une à une, miroitaient dans l'air violacé. Alors, elle les suivit, sa longue mante flottant derrière elle, à travers la lande et sur la colline. Depuis des années elle n'avait pas marché si loin. Elle avait ramassé dans l'herbe 6 plumes, lissées entre ses doigts, pressées contre ses lèvres leur luisante douceur, lorsqu'elle vit miroiter au flanc de la colline un étang argenté, mystérieux comme le lac où Sir Bedivere jeta l'épée d'Arthur. Une plume solitaire trembla dans l'air et tomba au centre des eaux. Alors une étrange extase s'empara d'Orlando. Elle eut envie, sauvagement, de suivre les oiseaux jusqu'au bout du monde, de se jeter dans l'herbe spongieuse et d'y boire l'oubli, tandis que résonnerait sur sa tête le rauque éclat de rire des freux. Elle pressa le pas, courut, buta, sur les rudes racines de bruyère elle trébucha, elle tomba, elle s'était démis la cheville, elle ne pouvait plus se lever, mais elle gisait heureuse. Le parfum de la reine des prés et du myrte écossais lui emplit les narines. Le rauque éclat de rire des freux lui emplit les oreilles. « J'ai trouvé mon âme sœur, murmura-t-elle, c'est la lande. Je suis l'épouse de la nature, dit-elle dans un souffle, se livrant avec ivresse dans les plis de sa mante aux froids embrassements de l'herbe, au fond du creux, près de l'étang. C'est ici que je m'étendrai. » Une plume tomba sur son front. « J'ai trouvé pour couronne un feuillage plus vert que le laurier vivace. Mon front sera toujours glacé. Voici des plumes d'oiseaux sauvages, de hiboux et d'engoulevents. Mes rêves seront des rêves sauvages. Mes mains n'auront pas d'anneau nuptial, poursuivit-elle en le faisant glisser de son doigt. Les racines s'entrelaceront autour d'elle. Assoupira-t-elle, en pressant voluptueusement sa tête contre l'oreiller spongieux. J'ai poursuivi le bonheur pendant bien des siècles et je ne l'ai pas trouvé, la gloire, et elle s'est évanouie entre mes doigts, l'amour. Et je ne l'ai pas connu, la vie est, vois, la mort est meilleure. J'ai connu bien des hommes et bien des femmes, poursuivit-elle, et je n'en ai compris aucun. Mieux vaut que je gise ici, dans la paix, avec seulement le ciel au-dessus de moi, comme ce bohémien me l'enseigna voici bien des années. C'était en Turquie, elle perça du regard la merveilleuse écume dorée qu'avait soulevée dans le ciel le tournoiement incessant des nuages. Bientôt elle y vit un sentier où des chameaux marchaient en une longue file à travers des déserts rocheux, parmi des nuages de poussière rouge. Puis, lorsque les chameaux furent passés, seules demeurèrent des montagnes très hautes pleines de précipices et de rocs aigus, et Orlando crut entendre les clochettes d'un troupeau de chèvres tâter dans leurs passes, tandis que fleurissaient au pli des monts des champs d'iris et de gentianes. Puis le ciel changea, et les regards d'Orlando, lentement, s'abaissèrent, plus bas, jusqu'à la terre noircie de pluie. L'énorme crête des Soudaunes roulait en une seule vague le long de la côte, et par des brèches de la terre. On voyait la mer, sillonnée de navires. Orlando crut entendre un canon gronder très loin sur la mer et pensa d'abord, c'est l'Armada, puis, non, c'est Nelson, et se souvint alors que toutes ces guerres étaient finies, que ces navires étaient des navires marchands qui se hâtaient vers leurs affaires et que les voiles, sur la rivière aux 1000 contours, étaient des bateaux de plaisance. Elle vit encore le bétail épars sur les champs sombres, moutons et vaches. Elle vit les lumières s'allumer çà et là aux fenêtres des fermes, les lanternes circuler au milieu des troupeaux pendant la ronde du bovier ou du pâtre. Puis les lumières s'éteignirent et les étoiles apparurent, tout l'entrelac des étoiles au ciel. En vérité, Orlando s'endormait, les plumes humides sur le visage, l'oreille pressée contre le sol, lorsqu'elle entendit, très loin là-dessous était-ce un marteau frappant l'enclume ou bien le battement d'un sœur, tic-toc, ainsi martelait, ou ainsi battait, l'enclume ou le sœur, dans la terre, jusqu'au moment où le bruit changea, sembla-t-il, et devint un trot de cheval. 1, 2, 3, 4, compta Orlando, le cheval trébucha, puis, il approchait,
Elle entendit le craquement d'une branche, la succion des sabots dans la terre humide et molle. Le cheval arrivait sur Orlando. Elle s'assit, sombre et dressée contre un ciel d'aube tigré de jaune. Dans une palpitation de pluvier, un homme à cheval apparut. Il tressaillit. Le cheval s'arrêta. « Madame » cria l'homme en sautant à terre. « Vous êtes blessée, je suis morte. »« Monsieur » répliqua-t-elle. Quelques minutes après, ils étaient fiancés. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il lui dit son nom, Marmaduke Bontreau Chelmerdine, Esquire. « Je le savais » s'écria-t-elle, car il y avait en lui on ne sait quoi de romantique et de chevaleresque, de passionné, de mélancolique, et cependant de résolu, qui s'accordait avec ce nom sauvage, empanaché de noir, ce nom qui, pour l'esprit d'Orlando, avait l'éclat d'acier des ailes de freux, le rauque éclat de rire de leurs cris, la sifflante et souple descente de leurs plumes dans un étang argenté, outre mille autres qualités que l'on va décrire bientôt. « Moi, je m'appelle Orlando, » dit-elle. Il l'avait deviné, car, expliqua-t-il, si l'on voit un navire, toute voile dehors dans le soleil, qui, venant des mers du sud, cingle à travers la Méditerranée, on dit tout de suite Orlando en fait, quoique liés depuis fort peu de temps. Ils avaient deviné l'un de l'autre, en 2 secondes ou plus, comme il advient toujours entre amoureux, toutes les choses de quelque importance, il ne leur restait plus que de menus détails à échanger, leur nom, leur adresse. S'ils étaient mendiants ou propriétaires. Lui possédait un château dans les Hébrides, mais en ruine, dit-il. Les mouettes festoyaient dans le hall. Il avait été soldat, marin et explorateur en Orient. Il allait maintenant rejoindre à Falmouth sa brigantine, mais le vent était tombé, et il fallait que la brise soufflât du sud-ouest pour qu'il pût mettre à la voile. Orlando, vite, regarda par la fenêtre de la salle où il déjeunait, le léopard doré de la girouette. Par bonheur, la queue, pointée franchement vers l'est, demeurait ferme comme un roc. « Oh, Shell, ne me quittez pas » cria-t-elle. « Je suis folle d'amour pour vous. » Ces mots avaient à peine passé ses lèvres qu'un terrible soupçon jaillit simultanément dans leurs esprits. « Vous êtes une femme » Shell cria-t-elle. « Vous êtes un homme » Orlando cria-t-il. Jamais depuis le commencement du monde on ne vit pareille protestation ni démonstration pareille. Quand ils se rassirent, un peu plus tard, elle lui demanda ce qu'il entendait par cette histoire du sud-ouest. Où devait-il aller ? Au Cap Horn, dit-il brièvement, et il rougit vint, car les hommes devaient rougir comme les femmes, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons, en le pressant de toutes les manières et par un grand usage de son intuition. Orlando finit par comprendre qu'il avait consacré sa vie à la plus magnifique et la plus désespérée des aventures, doubler le Cap Horn en pleine tempête. Il avait vu ses mâts arrachés, ses voiles déchirées en minces rubans, il fallut lui extorquer cet aveu. Quelquefois le navire avait coulé, et il était demeuré seul survivant sur un radeau avec un biscuit. « Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire maintenant, » dit-il d'un air confus, et il se servit plusieurs énormes cuillerées de confiture de fraises. La vision qu'elle eut soudain de cet enfant, car il n'était guère plus qu'un enfant, suçant des pastilles de menthe, qu'il adorait, au plus fort de la tempête, quand les mâts se rompaient, quand les étoiles chaviraient, quand lui même devait hurler ses ordres, bref, couper ceci, jeter cela par-dessus bord, fit monter les larmes aux yeux d'Orlando, et ces larmes étaient les plus douces qu'elle eût jamais versées. « Je suis une femme, » pensa-t-elle, une vraie femme enfin du fond du cœur. Elle remercia Bontreau de lui avoir donné cette joie rare et inattendue. N'était qu'elle boitait du pied gauche, elle serait venue s'asseoir sur ses genoux. « Shell, mon chéri, » reprit-elle, « dis-moi, » et ils parlèrent ainsi pendant 2 heures et plus, peut-être sur le Cap Horn, peut-être non, et à quoi bon écrire ici ce qu'ils se dirent ? Ils se connaissaient si bien qu'ils pouvaient dire n'importe quoi, ce qui revient à ne rien dire, se confier de ces choses étonnamment stupides et prosaïques, comme une recette de Melette ou l'adresse du meilleur bottier de Londres, qui n'ont aucun éclat quand on les rapporte, mais qui sont, dans l'original, d'une éblouissante beauté. Voici en effet que, grâce à la sage économie de la nature, notre esprit moderne peut presque se dispenser de langage, les expressions les plus communes conviennent, puisqu'aucune expression ne convient. Ainsi la conversation la plus ordinaire est souvent la plus poétique, et la plus poétique est précisément celle qu'on ne peut écrire. Nous allons donc laisser ici un large blanc pour indiquer qu'il y a trop à dire. Après que ce genre de conversation eut duré quelques jours, Orlando, ma bien-aimée, commençait Shell,
quand un bruit de pas lui fit interrompre sa phrase. Basket, le maître d'hôtel, vint annoncer qu'il y avait au bas de l'escalier un couple de Pandore chargé d'un pli de la reine. Qu'il monte, dit Chelmerdine avec le ton bref d'un capitaine sur sa dunette, et en se composant d'instinct une attitude, debout devant la cheminée, les mains au dos. Deux officiers, en uniforme vert bouteille, un bâton à la hanche, entrèrent dans la pièce et se mirent au garde à vous. Les formalités terminées, ils remirent à Orlando, en main propre, comme le portait leur ordre, un document légal d'aspect fort impressionnant à en juger par les cachets de cire, les rubans, les serments et les signatures qui tous étaient de la plus haute importance. Orlando le parcourait des yeux, puis, en suivant les lignes de l'index, lut les passages qui suivent, comme les plus significatifs. Les jugements ont été prononcés, lut-elle à voix haute, les uns en ma faveur, comme par exemple, d'autres non. Le mariage turc est annulé, j'étais ambassadeur à Constantinople, Shell, expliqua T.L. Les enfants sont prononcés illégitimes, il disait que j'avais eu 3 fils de Pepita, une danseuse espagnole. Ils n'héritent donc pas, ce qui est pour le mieux, le sexe. Ah, voyons un peu le sexe. Mon sexe, lut-elle avec quelque solennité, est prononcé indiscutablement et sans l'ombre d'un doute, que vous disais-je tout à l'heure, Shell, féminin. Les biens, désormais hors de séquestre à perpétuité, seront transmis et légués par legs exclusif aux héritiers mâles issus de moi, ou, à défaut de mariage, mais ici elle fut impatientée par tout ce verbiage légal et dit. Mais comme il n'y aura pas défaut de mariage ni d'héritier, on peut considérer le reste comme lu, sur quoi elle apposa sa propre signature sous celle de Lord Palmerston, et entra dans cet instant en la possession indisputée de tous ses titres, de sa maison et de son revenu, qui était maintenant fort réduit, car les frais du procès avaient été prodigieux, et si le jugement la laissait de nouveau infiniment noble, il la laissait aussi excessivement pauvre. Quand on connut la nouvelle, et la rumeur publique volait bien plus vite que le télégramme qui l'a supplanté, le village entier fut en fête, on attela des chevaux pour le seul plaisir de les dételer, on traîna sans arrêt des barouches et les landovites tout au long de la grande rue et dans les deux sens. On prononça des discours devant l'auberge du bœuf et on y répandit du cerf. La ville fut illuminée. Des flacons dorés furent soigneusement cachetés et mis sous globes. Des pièces d'or furent dûment cachées sous des pierres. On fonda des hôpitaux. On inaugura les clubs du rat et du moineau. On brûla en effigie sur la place du marché des douzaines de femmes turques et des vingtaines de jeunes rustres qui laissaient pendre de leur bouche une banderole portant ces mots. Je suis un vil prétendant, on vit bientôt les poneys crème de la reine trotter dans l'avenue pour porter à Orlando l'ordre de venir dîner et dormir au château cette nuit même. Comme dans une occasion précédente, une avalanche d'invitations couvrit la table d'Orlando, la comtesse de R, Lady Q, Lady Palmerston, la marquise de P, Mrs. W. Gladstone et d'autres encore espéraient la voir bientôt, rappelaient les vieilles alliances unissant leurs familles, etc., le tout fort à sa place entre crochets, pour la bonne raison que ces événements ne furent, dans la vie d'Orlando, qu'une parenthèse sans importance. Elle la sauta pour suivre le texte. Tandis que flamboyaient les feux de joie sur la place du marché, elle était au fond des bois sombres avec le seul Chelmerdine. Il faisait si beau que les arbres étendaient sur leur tête des branches absolument immobiles. Lorsqu'une feuille tombait, elle tombait, tachetée de rouge et d'or, avec une telle lenteur qu'on pouvait la voir pendant une demi-heure voleter et voltiger, jusqu'au moment où elle se posait enfin sur le pied d'Orlando. « Raconte-moi, Mar, disait-elle, et l'on doit expliquer ici qu'Orlando, lorsqu'elle appelait son compagnon par la première syllabe de son premier nom, était dans un état rêveur, amoureux, consentant, domestique, un peu langoureux. Des bûches résineuses brûlaient en baume, c'est le soir, mais pas encore l'heure de s'habiller, avec un rien d'humidité peut-être dans l'air du dehors, assez pour faire luire les feuilles, mais pas assez pour arrêter le chant du rossignol parmi les azalées. On entend aussi dans les fermes lointaines des chiens qui aboient, un cocorico. Le lecteur doit imaginer tout cela dans sa voix. « Raconte-moi, Mar, disait-elle. Ton histoire du Cap Horn. » Alors Chelmerdine construisait sur le sol un petit modèle du cap avec des branchettes et des feuilles mortes et une ou deux coquilles de limaçon vides. « Voici le nord, disait-il. Voilà le sud. Le vent vient à peu près par là. Maintenant, le brick fait voile droit à l'ouest. Nous venons juste de replier le petit perroquet de misaine. Et alors tu vois, ici où il y a ce brin d'herbe, il est saisi par le courant,
Marqué où sont ma carte et mon compas? Ah parfait, merci par cette coquille d'escargot. Le courant frappe le brick juste à bâbord, il faut donc amener le phoque, si nous ne voulons pas être charriés à tribord, vers cette feuille doit être car il faut bien que tu comprennes, ma chérie et il continuait sur ce ton, et elle, écoutant chaque mot, en saisissait le sens exact, je veux dire qu'elle voyait, sans qu'il eût besoin d'en rien dire, la phosphorescence des vagues, les glaçons qui s'entrechoquent dans l'étoile. Elle voyait Shell grimper à la pointe d'un mât dans la tempête, là, réfléchir sur la destinée de l'homme, redescendre, boire un whisky soda, faire escale, succomber au charme d'une négresse, se repentir, raisonner, lire Pascal, se résoudre à écrire de la philosophie, acheter un singe, discuter en lui-même le sens véritable de la vie, décider en faveur du Cap Horn, et ainsi de suite. À l'instant, elle devinait tout cela et mille autres choses encore. Et quand elle répondait « Oui, les négresses sont séduisantes », n'est-ce pas alors qu'il venait de lui dire que sa provision de biscuits s'épuisait? Il était délicieusement surpris de voir à quel point elle avait su le comprendre. « Es-tu bien sûr de n'être pas un homme ?» demandait-il anxieusement. Elle répondait en écho. « Est-il possible que tu ne sois pas une femme ?» et il leur fallait en faire la preuve sans plus tarder. Chacun d'eux était à ce point surpris par l'immédiate sympathie de l'autre. C'était une telle révélation qu'une femme pût se montrer l'égale d'un homme par la tolérance et la liberté du langage, et un homme l'égal d'une femme par l'étrangeté et la subtilité, qu'il devait en faire la preuve aussitôt. Il ne se lassait pas de converser ainsi, ou plutôt de comprendre. Ce qui est devenu l'art essentiel de la conversation dans une époque où les mots sont si pauvres en comparaison des idées que n'avoir plus de biscuits doit signifier embrasser une négresse dans la nuit quand on vient de lire pour la 10e fois la philosophie de Monseigneur Berkeley, d'où il suit que seuls les grands maîtres du style peuvent dire la vérité. Lorsqu'on rencontre un écrivain simplet, on peut conclure, sans aucun doute, que le pauvre homme ment. Il conversait donc, puis Orlando, lorsque ses pieds étaient suffisamment couverts de feuilles tachetées de l'automne, se levait, fuyait seul au seur des bois, laissant Bontreau assis au milieu de ses coquilles de limaçon, occupé à faire des modèles du Cap Horn. Bontreau, disait-elle, je m'en vais, et lorsqu'elle l'appelait de son deuxième nom Bontreau, le lecteur doit comprendre qu'elle désirait la solitude, voyait son compagnon et elle comme deux taches dans le désert, mais souhaitait rencontrer la mort seule, car les gens meurent chaque jour, à dîner, ou comme ceci, dehors, dans les bois automnaux, et tandis que les feux de joie flamboyaient et que Lady Palmerston ou Lady Derby l'invitaient chaque soir. Le désir de mourir envahissait Orlando, et quand elle disait Bontreau, en fait elle disait je suis morte, elle poursuivait son chemin comme un spectre entre les êtres d'une pâleur fantomatique, et s'enfonçait dans la solitude avec le sentiment que c'en était fini de ce bruit, de cette agitation minuscule et que désormais, libre, elle pouvait enfin aller de l'avant. Tout cela le lecteur doit l'entendre dans sa voix lorsqu'elle disait Bontreau, et je le prie d'ajouter aussi, pour mieux éclairer le sens du mot, que, pour Bontreau lui-même, ce vocable avait un sens mystique de séparation, d'isolement, qui le faisait penser à des esprits errants sur le pont de son bateau au-dessus de mers insondables. Après quelques heures de mort, un jet soudain criait Gelmerdine, alors Orlando se baissait pour cueillir un de ces crocus d'automne, qui ont, dans certains esprits, le sens courant de ce mot. Elle le joignait à la plume de jet tournoyante et bleue qui tombait à travers le feuillage d'être, et les mettait tous deux dans son sein. Puis elle criait Gelmerdine et le mot volait comme une flèche de tous côtés à travers le bois et venait frapper Gelmerdine assis, toujours occupé à construire des modèles, dans l'herbe, avec des coquilles de limaçon. Quand il voyait Orlando et l'entendait venir vers lui avec le crocus et la plume de jet dans son sein, il criait Orlando, ce qui signifiait. Et l'on doit se souvenir que lorsque des couleurs brillantes comme le bleu et le jaune se mêlent dans notre regard, un peu de leur poudre reste à nos pensées, tout d'abord les fougères qui se ploient et s'écartent comme creusées par une étrave, puis, ainsi qu'on l'avait prévu, l'apparition d'un navire, toute voile dehors tendant et roulant comme dans un rêve, avec, dirait-on, toute une armée de jours ensoleillés devant lui pour son voyage, et le navire fend le flot, roulant d'ici, roulant de là, avec une noble indolence, chevauche la crête de cette vague, plonge dans le creux de cette autre, soudain vous surplombe, de votre toute petite barque, une vraie coquille de noix, vous levez la tête pour le voir.
avec ses immenses voiles tremblantes et on les voile, d'un coup, tombe sur le pont tout comme Orlando tombait dans l'herbe à côté de son compagnon. 8 ou 9 jours s'étaient écoulés de la sorte, mais le 10e, le 26 octobre, Orlando était couché dans la fougère, tandis que Shelmerdine lui disait des vers de Shelley, dont il savait par cœur les œuvres complètes, lorsqu'une feuille, lentement détachée de la cime d'un arbre, soudain vint fouetter allègrement le pied d'Orlando. Une seconde feuille suivit, puis une troisième. Orlando frissonna, pâlit. C'était le vent. Shelmerdine, mais il serait plus adéquat à ce moment de l'appeler Bontreau, bondit sur ses pieds. Le vent, cria-t-il. Ensemble ils coururent à travers bois, tandis que le vent leur plaquait des feuilles sur le corps. Ils coururent vers la grande cour, à travers la grande cour, puis dans les petites, suivis de domestiques épouvantés qui plantaient à leurs balais et leurs casseroles, finirent par s'engouffrer dans la chapelle où l'on alluma des cierges un peu partout avec toute la diligence imaginable, l'un cognant contre un banc, l'autre mouchant une mèche fumeuse. Les cloches sonnèrent, les gens accoururent. Enfin parut Monsieur Dupé qui tenait encore les bouts de sa cravate blanche et demandait son livre de prière. On lui jeta le livre de prière de la Reine Marie, il chercha promptement, fit voler les pages et dit « Marmaduke Bontreau, Shelmerdine et Lady Orlando, agenouillez-vous » Ils s'agenouillèrent, et on les vit. Puis on ne les vit plus suivant la palpitation, contre les vitraux, des ailes d'ombre et de lumière, et dans le battement de portes innombrables et dans un bruit de vaisselle de cuivre, l'orgue, soudain, gronda, tour à tour fort ou faible. Et Monsieur Dupé, très vieux maintenant, tenta d'élever la voix au-dessus du tumulte, mais sans réussir à se faire entendre, puis tout se tut pendant un instant et un mot sans doute les griffes de la mort jaillit haut et clair. Tandis que les valets de ferme ne cessaient d'arriver en foule, le râteau ou le fouet encore à la main, les uns chantant à pleine gorge et les autres priant, puis un oiseau buta contre le vitrail, puis éclata un coup de tonnerre, si bien que personne n'entendit le mot obéisse et que nul ne vit, or un éclair d'or, l'anneau passé d'une main à l'autre. Tout n'était que désordre et mouvement. Les deux épouses se levèrent, l'orgue tonna, les éclairs jaillirent, l'averse ruissela, Lady Orlando, son alliance au doigt, sortit dans la cour malgré sa robe mince, saisit l'étrier oscillant, car le cheval avait déjà le mors et la bride et l'écume au flanc, l'offrit à son mari qui monta d'un saut, et le cheval fit un bond en avant, et Orlando, debout, criait à Marmaduke Bontreau Shelmerdine, à quoi il répondit Orlando, et les mots montèrent d'un trait et tournoyèrent de compagnie comme des faucons parmi les beffrois, et de plus en plus haut, et de plus en plus loin, et de plus en plus vite, tant qu'à la fin leurs syllabes craquèrent et furent empluées sur le sol. Et il rentra. Veille Orlando rentra dans la maison. Tout y était parfaitement immobile. Tout y était silencieux. Là était son encrier, là sa plume, là le manuscrit de son poème coupé au beau milieu d'un tribut à l'éternité. Elle était sur le point de dire, lorsque Basket et Bartholomew l'avaient interrompu avec leur service à thé, que rien ne change. Puis, dans l'espace de 3 secondes et demie, tout avait changé. Elle s'était foulée la cheville, elle était tombée amoureuse, elle avait épousé Shelmerdine. L'anneau nuptial, à son doigt, le prouvait. Il est vrai qu'elle l'avait passé elle-même avant de rencontrer Shelmerdine, mais cette ruse s'était montrée plus qu'inutile. Maintenant elle faisait tourner l'anneau machinalement avec un respect superstitieux, en prenant bien soin qu'il ne glissât pas plus loin que l'articulation de la phalange. On doit mettre l'anneau nuptial au 3e doigt de la main gauche, dit-elle, comme un enfant répétant soigneusement sa leçon, si l'on veut qu'il soit efficace. Elle prononça ces paroles d'une voix forte et avec une pompe qui la surprit elle-même. On eût dit qu'elle désirait être entendue par quelqu'un dont elle redoutait le jugement. En fait, maintenant qu'elle pouvait de nouveau rassembler ses idées, elle songeait à l'esprit du siècle et au jugement qu'il allait porter sur sa conduite. Ses fiançailles avec Shelmerdine, puis son mariage, avait-il reçu son approbation? Orlando se le demandait avec anxiété. À coup sûr, elle se sentait plus à l'aise. Son doigt n'avait pas éprouvé une seule titillation, rien de sérieux, en tout cas, depuis cette nuit sur la lande. Pourtant, à parler franc, elle jugeait le cas douteux. Elle était mariée, pour sûr, mais si votre mari est toujours à doubler le Cap-Horn, est-on bien marié? S'il est de votre goût, est-on bien marié? Si d'autres gens sont à votre goût, est-on bien marié? Et si enfin l'on désire par-dessus tout écrire de la poésie, est-on bien marié? C'est fort douteux, jugeait Orlando.
Eh bien elle allait en faire l'épreuve. Elle regarda son anneau, elle regarda l'encrier. Oserait-elle? Non, elle n'osait pas. Il le fallait pourtant. Non, elle ne pouvait pas. Que faire alors? S'évanouir si possible. Mais elle ne s'était jamais sentie aussi bien. Le diable m'emporte, cria-t-elle en retrouvant un peu de son ancien esprit. Allons-y, et elle enfonça sa plume dans l'encre. À son énorme surprise, il n'y eut pas d'explosion. Elle sortit la pointe. La pointe était humide mais ne coulait pas. Elle écrivit. Les mots furent un peu longs à venir, mais ils vinrent. Ah mais, ont-ils un sens, se demanda-t-elle, saisie soudain d'une terreur panique à la pensée que la plume pouvait s'être lancée de nouveau dans une de ses freudiennes involontaires. Elle eut. Alors je vis, mêlés à l'herbe jaune et drue, les calices penchés des sombres fritillèrent qu'accable on ne sait quel exil, fleurs serpentines, dans la soie pourpre de son deuil semblable aux filles des bords du Nil. Orlando, en écrivant, avait senti une puissance mystérieuse. Souvenez-vous que nous touchons ici aux plus obscures manifestations de l'esprit humain, qui lisait par-dessus son épaule, quand il eut écrit les mots filles des bords du Nil. La puissance lui dit de s'arrêter. L'herbe, sembla-t-elle dire en repartant du début, la règle au doigt comme une institutrice, l'herbe va bien, les calices penchés des sombres fritillèrent, admirable, la fleur serpentine, pensée un peu hardie peut-être sous la plume d'une dame. Quoique Wordsworth, il est vrai, constitue un précédent. Mais, les filles, est-ce que les filles sont bien nécessaires? Vous avez un mari au Cap, dites-vous? Bien, bien, ça va, et l'esprit passa son chemin. En esprit donc, car tout ceci avait lieu en esprit, Orlando s'inclina très bas devant l'esprit de son siècle. Exactement pour comparer de grandes choses à des petites, comme un voyageur qui songe au paquet de cigares caché dans le coin de sa malle, s'incline devant le douanier qui vient de faire obligeamment un gribouillage de craie sur le couvercle. Si l'esprit avait soigneusement examiné le contenu de son cerveau, il eût, Orlando en était presque sûr, découvert, à la fin, quelque objet de haute contrebande. Il aurait fallu pour objet payer plein tarif. Elle l'avait échappé belle. Enfin, grâce au respect habilement témoigné envers l'esprit du siècle, grâce à l'anneau qu'elle s'était passé au doigt et au mari qu'elle avait trouvé sur la lande, grâce à son sentiment de la nature pure de toute satire, de tout cynisme et de toute psychologie, la moindre trace de ces marchandises eût été infailliblement découverte. Orlando avait passé, juste mais passé. Elle poussa un profond soupir de soulagement, comme elle en avait bien le droit, car la transaction entre un écrivain et l'esprit de son siècle est une des plus délicates, et c'est d'un bon accord entre eux que dépend toute la fortune des œuvres. Orlando avait si bien manœuvré qu'elle se trouvait dans une position excellente. Elle n'avait besoin ni de combattre son siècle, ni de lui faire soumission, elle était de son siècle sans cesser d'être à soi. Maintenant donc, elle pouvait écrire, et elle écrivait. Elle écrivit, elle écrivit, elle écrivit. On était alors en novembre. Après novembre vient décembre. Puis janvier, février, mars et avril. Après avril vient mai, juin, juillet, ou le suivent. Septembre arrive. Puis octobre, et voyez, nous sommes encore à novembre, ayant accompli le circuit d'une année entière. Cette façon d'écrire une biographie, non sans mérite cependant, est peut-être un peu sèche, et le lecteur, si nous poursuivions, pourrait se plaindre avec raison. Je suis capable, nous dirait-il, de réciter tout seul le calendrier, et j'aurais pu épargner mon argent, quoi que décide la Hogarth Press pour le prix de ce volume. Mais que peut faire le biographe, je vous le demande, lorsque son héros l'a mis dans la situation où nous met maintenant Orlando? La vie, tous ceux dont l'opinion à quelques points sont d'accord là-dessus, la vie est le seul sujet qui convienne aux romanciers ou aux biographes. Vivre, ont décidé les mêmes autorités. Cela n'a rien de commun avec s'asseoir dans un fauteuil et penser. La pensée et la vie sont aux antipodes l'une de l'autre. Voilà pourquoi, puisque s'asseoir dans un fauteuil et penser est précisément ce que fait Orlando à cet instant, il ne nous reste plus qu'à réciter le calendrier, dire notre chapelet, nous moucher, tisonner, regarder par la fenêtre en attendant qu'elle ait fini. Orlando était si immobile dans son fauteuil qu'on aurait entendu tomber une épingle. Plus au ciel, en vérité, qu'une épingle fût tombée. Ça aurait été du moins une espèce de vie. De même si un papillon était entré, palpitant, par la fenêtre et s'était posé sur le fauteuil, nous trouverions la matière à écrire. Ou bien, supposer qu'Orlando se fût levé pour tuer une guêpe. Aussitôt nous pourrions brandir nos plumes et écrire.
car il y aurait du sang versé, fût-ce le sang d'une guêpe. Où il y a du sang, il y a de la vie. Et si le meurtre d'une guêpe est une bagatelle comparée au meurtre d'un homme, pourtant c'est un sujet qui convient mieux aux romanciers et aux biographes que cette immobilité poussiéreuse, cette méditation, cette façon de rester assise dans un fauteuil, jour après jour, avec une cigarette, une feuille de papier, une plume et un encrier. À l'héros, pourrions-nous dire, car notre patience est à bout, manque de considération pour leur biographe. Quoi de plus irritant que de voir un personnage, pour lequel on a dépensé sans compter son temps et sa peine, vous glisser entre les doigts et s'offrir, mais voyez donc ses soupirs, ses cris de surprise, voyez ses rougeurs, ses pâleurs, ses yeux tantôt brillants comme des phares, tantôt hagards comme des obéis. Quoi de plus vexant pour un biographe que cet étalage muet d'émotions et d'émoidons? Nous le savons bien, les causes de la pensée, l'imagination n'ont aucune importance, mais Orlando était une femme. Lord Palmerston venait de le prouver, et lorsque nous écrivons la vie d'une femme, nous pouvons, cela est admis, écarter l'action, ailleurs nécessaire, et la remplacer par l'amour. L'amour, a dit le poète, est toute l'existence de la femme. Et si nous considérons un instant Orlando écrivant à sa table, nous devons admettre que jamais femme ne répondit mieux à cette définition. À coup sûr, puisqu'elle est une femme belle, et une femme dans sa fleur, elle abandonnera bientôt ses prétentions au style et à la pensée. Si elle pense, ce sera désormais à quelque garde-chasse. Personne ne refuse à une femme de penser, si c'est à un homme. Puis elle écrira des billets à son intention, et tant qu'une femme écrit des billets, personne ne lui refuse d'écrire, lui donnant rendez-vous pour dimanche à la Brune, et dimanche la Brune viendra, et le garde chasse sifflera sous sa fenêtre. Voilà qui est le fond même de la vie, le seul sujet possible de roman. C'est ce que fit Orlando. Sans nul doute, hélas, 1000 fois hélas, Orlando n'en a rien fait. Faut-il donc admettre qu'Orlando était un de ces monstres d'iniquité qui n'aiment point? Elle se montrait bonne pour les chiens, fidèle pour ses amis, la générosité même pour 12 poètes affamés, et elle était passionnée de poésie. Mais l'amour comme les romanciers mal le définissent, et qui, après tout, parle avec une plus grande autorité, l'amour n'a rien à faire avec la bonté, la fidélité, la générosité ou la poésie. L'amour, c'est quitter prestement son jupon, mais nous savons tous ce que c'est que l'amour. Orlando fit-elle cela? La vérité nous oblige à dire non. Si donc le héros d'une biographie ne consent ni à aimer ni à tuer et s'obstine à ne vouloir que penser et imaginer, nous devons conclure qu'il, ou plutôt qu'elle ne vaut pas mieux qu'un cadavre, et l'abandonner. La seule ressource qui nous soit laissée maintenant est de regarder par la fenêtre. Il y avait des moineaux, il y avait des étourneaux, il y avait toute une assemblée de pigeons et 2 ou 3 freux, tous occupés à leur manière. L'un trouve un ver, l'autre une limace. L'un volette jusqu'à une branche, l'autre fait un temps de trot sur le gazon. Mais voici qu'un domestique traverse la cour, dans son tablier de serge verte. Il a probablement lié quelque intrigue avec une fille de cuisine, mais comme aucune preuve patente ne nous est offerte dans la cour, souhaitons seulement que tout se passe pour le mieux et laissons cela. Des nuages glissent, minces ou massifs, troublant sous eux la couleur de l'herbe. Le cadran solaire enregistre l'heure à sa mystérieuse façon coutumière. L'esprit du spectateur, paresseusement, vainement, se met à agiter une question ou deux sur cette même vie. Vie, chante-t-il ou plutôt nasit-il comme une marmite sur un fourneau? Vie, ô accent circonflexe, vie, qu'es-tu donc? Es-tu la lumière ou l'obscurité? Le tablier de serge du valet de pied en second ou l'ombre de l'étourneau sur l'herbe. Allons donc explorer ce beau matin d'été où tout semble adorer la floraison du prunier et l'abeille. Et cherchant nos mots, demandons à l'étourneau, plus sociable que l'alouette, ce qu'il pense, quand il se penche sur les ordures du seau, où il cueille, parmi les feuilles, les cheveux de la margot. Qu'est-ce que la vie, demandons-nous, appuyé à la grille de la ferme? La vie, crie l'oiseau joli, comme s'il nous avait compris, comme s'il avait su précisément ce que nous désirions, avec notre sale habitude de fourrer le nez partout. Nos questions à propos de tout et de rien, nos petits aperçus et nos petites fleurs à nous autres écrivains quand nous ne savons plus quoi dire ensuite. Alors ils viennent me trouver, dit l'oiseau, et me demandent ce qu'est la vie, la vie, la vie, la vie. Ainsi, du même pas traînard, nous suivons le sentier de la lande jusque vers le front haut de la colline bleue de vin et pourpre sombre, nous nous jetons à terre nous rêvons,
À terre nous voyons un grillon qui traîne vers son trou. Dans le creux du ravin, un grain lui dit, si l'on peut donner à de telles stridences un nom si sacré et si tendre, la peine de la vie du moins c'est le sang que nous donnons au raclement aigu de cette pauvre gorge que la poussière étouffe. La fourmi approuve, et l'abeille, mais si nous restons là couchés assez longtemps pour prendre la vie des phalènes lorsqu'ils arrivent dans le soir, lorsqu'ils se glissent parmi les pâles clochettes de la bruyère, ils nous diront dans un souffle, à l'oreille, une de ces absurdités bizarres comme ululent dans les blizzards les fils télégraphiques, hachi hachi oh, folle, folle, disent les phalènes, ayant ainsi pris la vie de l'homme, des oiseaux et des insectes, car les poissons, disent les hommes qui ont vécu dans des grottes vertes, solitaires, pendant des années, pour les entendre parler, ne disent jamais, et donc, peut-être, ne savent pas ce qu'est la vie ayant pris l'opinion de tous et n'étant pas plus sages, mais plus lassés et plus glacés, n'avions-nous pas rêvé, un jour, d'enfermer dans un livre un secret si adamantin et si rare qu'on pût y voir, sans aucun doute, le sens de la vie. Nous devons maintenant revenir dire franchement au lecteur qui attend sur la pointe des pieds le moment où nous lui révélerons ce qu'est la vie. Eh bien, hélas, nous n'en savons rien. Sur quoi, juste à temps pour empêcher ce livre de s'éteindre, Orlando repoussa son fauteuil en arrière, laissa choir sa plume, s'avança vers la fenêtre, et s'exclama « Fini !» Elle fut presque renversée par l'extraordinaire spectacle qui s'offrit à ses yeux. Le jardin et quelques oiseaux. Le monde allait son chemin comme d'ordinaire. Tout le temps qu'elle avait écrit, le monde avait continué. Si j'étais morte, ce serait tout comme s'exclama-t-elle. Telle était la violence de ses sentiments qu'elle put, à la lettre, s'imaginer trépassée, peut-être même s'évanouit-elle vraiment. Elle regarda un instant d'un œil fixe le beau spectacle indifférent. Elle fut ranimée enfin d'une façon singulière. Le manuscrit qui reposait sur son sort se mit à froisser ses feuilles et à palpiter comme une chose vivantée, par un phénomène plus étrange encore qui montre bien quelle profonde sympathie les unissait. Orlando, en inclinant la tête, put comprendre ce qu'il disait. Il avait besoin d'être lu. Il fallait qu'on le lût. Il mourrait dans son sein s'il n'était pas lu. Pour la première fois de sa vie, Orlando s'en prit violemment à la nature. Les lévriers et les buissons de roses se pressaient autour d'elle. Mais ni lévriers ni buissons de roses ne peuvent lire. C'est un lamentable oubli de la providence qui ne l'avait jamais frappé auparavant. Les humains seuls jouissent de ce don, les humains devenaient nécessaires. Elle sonna, elle ordonna de faire avancer sa voiture pour l'emmener à Londres aussitôt. Vous avez juste le temps d'attraper le train de 11h45, Mam dit Basket. Orlando ne s'était pas aperçu qu'on eût inventé la machine à vapeur, mais elle était si profondément absorbée par les souffrances d'un être qui, sans se confondre avec elle, dépendait d'elle entièrement, que, voyant un train pour la première fois, elle prit place dans un wagon et arrangea la couverture sur ses genoux sans accorder une pensée à cette machine stupéfiante qui, d'après les historiens, venait de changer complètement la face de l'Europe dans les 20 dernières années, ce qui, en vérité, arrive plus fréquemment que les historiens ne le supposent. Orlando nota simplement qu'il y avait du charbon partout, que le bruit était horrible et que les fenêtres poissaient. Perdue dans ses pensées, elle fut emportée à Londres en trombe, moins d'une heure, et se trouva sur le quai de Charing Cross sans savoir où aller. La vieille maison de Blackfriars où elle avait passé tant de jours agréables au XVIIIe siècle avait été vendue pour une part à l'armée du salut, pour l'autre à une fabrique de parapluies. Orlando avait acheté dans Mayfair une nouvelle maison qui était saine, commode, et au sœur même du monde élégant, mais était-ce dans Mayfair que seraient comblés les vœux de son poème « Bonté divine » songea-t-elle, en retrouvant dans sa pensée les yeux brillants des Milady et les mollets symétriques des Milord. J'espère qu'ils ne se sont pas mis à lire. Ce serait grand pitié. Il y avait ensuite Lady Eyre. Le même genre de conversation devait se poursuivre dans cette maison, songea Orlando. La goutte du général avait peut-être passé de sa jambe gauche à sa jambe droite. Monsieur L était peut-être resté 10 jours avec Eyre au lieu de thé, puis Monsieur Pop devait entrer. Oh mais Monsieur Pop était mort. Qui étaient maintenant les beaux esprits se demanda-t-elle. Mais ce n'est pas là une question qu'on puisse poser à un portefaix, et Orlando poursuivit son chemin. Soudain elle fut assourdie par le tintement d'innombrables clochettes sur la tête d'innombrables chevaux. Des flottilles d'étranges petites boîtes montées sur roues encombraient le pavé. Orlando pénétra dans le Strand. Là, le grondement était pire encore. Des véhicules de toute taille,
traînés par des chevaux de sang ou des chevaux de trait, portant une douairière solitaire ou croulant d'hommes à favoris et en chapeau de soie, s'entremêlaient de façon inextricable. Les voitures, les charrettes et les omnibus offraient à ses yeux, accoutumés depuis si longtemps à la lisse étendue d'une feuille de papier écolier, le spectacle d'une mêlée de rustres, et à ses oreilles, accordé au grattement d'une plume. L'énorme rumeur de la rue résonnait avec la violence d'une horrible cacophonie. La foule couvrait le moindre pouce de pavé. Des courants humains se déversaient sans cesse de l'est et de l'ouest réunis par des fils incessants d'hommes qui se glissaient avec une agilité incroyable au milieu de leurs semblables, des chevaux cabrés et des pesants chariots. Au bord des trottoirs, des hommes debout tendaient des plateaux de jouets et braillaient. Au coin des rues, des femmes se tenaient assises à côté de grands paniers pleins de fleurs printanières et braillaient. De jeunes garçons couraient de ça de là sous le nez des chevaux en serrant sur leur poitrine des feuilles imprimées et braillaient. Catastrophe. Catastrophe. D'abord Orlando eut l'idée qu'elle était venue à Londres dans un moment de crise nationale. L'événement était-il heureux ou tragique? Elle ne pouvait le dire. Anxieusement elle dévisagea les passants. Sa confusion d'esprit en fut seulement augmentée. Un homme arrivait sur elle avec tous les signes du désespoir, murmurant tout bas pour lui seul les mots d'un terrible chagrin. Derrière lui, un bon vivant, jovial et gras, se pavanait et se frayait un chemin à coups d'épaule exactement comme en un jour de liesse. Orlando finit par conclure que tout cela n'avait ni rime ni raison. Chaque individu, homme ou femme, allait à ses propres affaires. Et elle, où devait-elle aller? Elle marchait sans but, remontait une rue, en descendait une autre le long d'immenses étalages où s'empilaient les sacs à main, les miroirs, les robes de soirée, les fleurs, les cannes à pêche et les paniers pour pique-nique. Et toujours des tissus de toutes nuances, de taux dessins, des plus épais jusqu'aux plus minces croulaient, ondulaient, se gonflaient en masse toujours renaissantes. Parfois elle suivait de longues avenues dont les maisons sévères, sobrement numérotées 1, 2, 3, etc., jusqu'à 200 ou 300, toutes exactement semblables avec 2 piliers, 6 marches, une paire de rideaux proprement tirés, le couvert mis pour la famille sur la table, un perroquet qui regardait à une fenêtre et un domestique mâle à une autre, finissait par lui faire tourner la tête à force de monotonie. Puis elle traversait de grands squares vides avec, en leur centre, des statues d'hommes gras, noirs, luisants, strictement boutonnés, des chevaux de guerre cabrés, des colonnes roides, des jets d'eau, des pigeons voletant çà et là. Orlando marcha longtemps, longtemps sur des pavés entre des maisons. À la fin elle se sentit l'estomac vide, et une palpitation sur son sort lui reprocha d'avoir tout oublié. C'était son manuscrit le chêne. Orlando fut confondu de sa négligence. Elle s'arrêta net. Pas un coche en vue. La rue, large, élégante, était singulièrement vide. Seul un gentleman d'âge mûr approchait. Il y avait pour Orlando je ne sais quoi de familier dans son allure. Plus il approchait, plus elle était certaine de l'avoir rencontré jadis, naguère. Mais où? Ah ça, un gentleman si propre, si noblement ventru et florissant, une canne à la main et une fleur à la boutonnière, avec ce visage rose et gras et cette moustache blanche bien peignée, était-il possible que ce fût? Mais oui, parbleu, c'était lui, ce bon vieux Nick Green. Au même instant il la regarda, se souvint, la reconnut. Lady Orlando s'écria-t-il en balayant la poussière de son chapeau de soie. Sir Nicholas s'exclama-t-elle. Je ne sais quoi dans le port de cet homme l'avait secrètement averti, en effet, que le bouffon a deux seuls la ligne qui, sous le règne d'Élisabeth, l'avait, dans ses libelles, raillé, à côté de tant d'autres. Aujourd'hui s'était élevé dans le monde, était devenu à coup sûr chevalier, et sans aucun doute une douzaine de belles choses encore par-dessus le marché. S'inclinant à nouveau, il lui apprit que sa conclusion était correcte, il était chevalier, il était docteur ès-lettres, il était professeur, il était l'auteur d'une vingtaine de volumes. Il était, en un mot, le critique le plus influent de l'époque victorienne. Une émotion violente et tumultueuse assaillit Orlando à revoir ainsi l'homme qui lui avait causé, jadis, tant de douleur. Était cela le drôle sans vergogne ni repos qui avait brûlé ses tapis, grillé du fromage dans la cheminée italienne et raconté, sur Marlowe et ses compagnons, tant de joyeuses histoires qu'ils avaient vu le soleil se lever 9 nuits sur 10, il était maintenant élégamment vêtu d'un habit du matin gris perle avec une fleur rose à la boutonnière et des gants de suède assortis. Comme Orlando s'émerveillait,
Il s'inclina de nouveau profondément et lui demanda si elle lui ferait l'honneur de venir déjeuner avec lui. La révérence était peut-être exagérée, mais c'était une assez bonne imitation des belles manières. Orlando le suivit, étonné, dans un restaurant magnifique, tout peluche rouge, nappe blanche et couvert d'argent, aux antipodes de la vieille taverne ou du café avec son parquet sablé, ses bancs de bois, ses bols de punch et de chocolat, ses gazettes et ses crachoirs. Green posa ses gants correctement sur la table à côté de lui. Orlando avait encore peine à croire que ce fût le même homme. Ses ongles étaient propres, autrefois ils avaient un pouce de long. Son menton était rasé, autrefois il se hérissait de poils noirâtres. Ses boutons de manchette étaient en or, autrefois son linge effiloché trempait dans le potage. Enfin Green commanda le vin avec un soin qui remit à l'esprit d'Orlando son goût de jadis pour le malvoisie, alors seulement elle se convainquit de son identité. « Ah, dit-il en poussant un petit soupir, assez satisfait tout de même, ah ma chère dame, les grands jours de la littérature sont passés. Marlowe, Shakespeare, Benjanson, c'étaient les géants. Dryden, Pope, Addison, c'étaient les héros. Tous sont morts aujourd'hui, tout, et qui nous laisse-t-il? Tennyson, Browning, Carlyle. Il mit dans sa voix un immense mépris. En fait, dit-il en se versant un verre de vin, tous nos jeunes écrivains sont à la solde des libraires. Ils écrivent n'importe quoi pourvu que cela paie les notes de leur tailleur. Notre siècle, dit-il en se servant des hors-d'œuvre, se dépense en subtilités byzantines et en tentatives insensées, que les Élisabéthains n'auraient pas toléré un seul instant. Non, ma chère dame, poursuivit-il en approuvant le turbot au gratin que le maître d'hôtel offrait à son jugement, les grands jours sont finis. Nous vivons en des temps dégénérés. Nous devons chérir le passé, honorer les écrivains, il en reste encore quelques-uns, qui prennent l'Antiquité pour modèle et qui écrivent, non pour de l'argent, mais pour Orlando cria presque la gloire en vérité. Elle aurait juré qu'elle avait entendu dire exactement la même chose 300 ans auparavant. Les noms étaient différents, bien sûr, mais l'esprit était le même. Nick Green, tout anobli qu'il fût, n'avait pas changé. Et pourtant oui, il y avait quelque chose de changé. Tandis qu'il discourait longuement sur Addison qu'on devait prendre pour modèle, jadis c'était Cicéron, pensa Orlando, et sur le temps qu'on devait passer au lit chaque matin. Elle fut fière de penser que sa pension trimestrielle lui permettait ce luxe, à rouler et rouler sur sa langue les meilleures œuvres des meilleurs auteurs, pendant 1 heure au moins avant de prendre la plume, pour purger ses écrits de la vulgarité du siècle et de l'état déplorable où notre langue était tombée. Sans doute avait-il vécu longtemps en Amérique, pensa Orlando, tandis qu'il discourait ainsi. Exactement comme Green discourait 300 ans auparavant, elle eut le temps de se demander en quoi il avait changé. Il avait engraissé, mais il frisait les 70 ans. Son teint s'était fleuri, la littérature lui avait évidemment réussi, mais son ancienne vivacité, son inquiétude jamais en repos était éteinte. Ses anecdotes toujours brillantes ne coulaient plus avec une aisance aussi libre. À chaque instant il parlait, à vrai dire, de mon cher ami Pop ou de mon illustre ami Addison. Mais il avait pris un air de respectabilité déprimante et paraissait trouver plus de plaisir à éclairer Orlando sur les faits et gestes de sa propre famille qu'à lui raconter, comme autrefois, de scandaleuses anecdotes sur les poètes. Orlando fut profondément désappointé. Toutes ces dernières années elle avait vu dans la littérature, sa réclusion, son rang, son sexe lui seront une excuse, une force sauvage comme le vent, brûlante comme la flamme, rapide comme l'éclair, une force errante, incalculable, soudaine. Et voici que la littérature était un monsieur d'âge mûr, en complet gris, qui parlait de duchesse. La désillusion d'Orlando fut si forte qu'un crochet ou quelques boutons fermant le haut de sa robe céda tout à coup et laissa tomber sur la table le chêne, poème. Un manuscrit dit Sir Nicolas en chaussant son pince-nez d'or, voilà qui est intéressant. Prodigieusement intéressant.